Salut à tous les astrologues, astro-amateurs, astrophiles en tout genre, et merci de revenir suivre mes petites interprétations et prévisions. Je rappelle que prévoir, c'est quand même maîtriser un peu les énergies, et en cette période de chaos maximal, il est intéressant de se rendre compte que la discipline astrologique est l'une des meilleures pour pouvoir aborder les choses. Sinon, tout le monde dit un peu selon son opinion ce qu'il veut, et ce chaos d'opinion ne donne pas grand-chose comme direction. Certains, évidemment, donnent la direction autoritairement, parce qu'ils sont au sommet d'appareils de pouvoir, mais enfin bon, c'est pas pour ça que ça va être les bonnes directions. Donc si on veut se poser la question des bonnes directions de vie, l'astrologie est très précieuse, surtout qu'elle avait prévu, bien qu'on a pu être appelé des oiseaux de malheur, en précisant et en annonçant bien avant les économistes, bien avant les politologues, bien avant les sociologues, ce qui allait se passer au niveau collectif. Et il se trouve que c'était pas du tout des oiseaux de malheur, c'était des simples prévisions astrologiques qui ont bel et bien eu lieu, alors que qui aurait pu croire, comme disaient les politologues en tout genre. Bref, on va regarder un petit peu cette pleine lune. Alors je vous rappelle, pour les pleines lunes, je fais un petit survol de la pleine lune, puisque ce qui compte, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le moment où la conscience démarre un nouveau cycle. Donc là, elle a eu lieu pardon, du 16 janvier, et la prochaine nouvelle lune sera le 17 février. Donc on voit, c'est à peu près un mois, 30 jours en général à peu près. Et donc la pleine lune n'est que l'acmé, l'apogée en fait de ce phénomène, le fleurissement de la graine qui était contenue dans la nouvelle lune. Donc reportez-vous à tout ce qui a été dit sur la dernière nouvelle lune, qui, bien que longue, était intéressante au niveau de tout ce qu'elle impliquait comme conséquence sur tout ce qui va se passer dans les années à venir aussi. Là, en ce moment, je brosse des tableaux assez larges pour permettre de voir, d'un peu défocaliser de l'instant présent, de l'actualité au coup par coup, ce qui sert à rien, hein, parce que c'est toujours la même histoire. Il y a des guerres, il y a des morts, il y a des accidents, il y a des catastrophes, et puis des politiciens qui disent des conneries, quoi. On pourrait résumer toute période de vie comme ça, et ça nous amène pas grand. Non, il faut comprendre où ça va, tout ça, vers où on va, et c'est là tout l'intérêt de l'astrologie. Donc la pleine du Verseau, c'est parce que le Soleil est en Verseau, hein, puisque la pleine lune elle-même est en Lion à ce moment-là. Quand on dit la pleine du Verseau, c'est-à-dire le Soleil est en Verseau et il donne son maximum de conscience, donc pleine lune, à ce moment-là. Donc elle aura lieu donc le 1er février à 23h09. Vous pouvez prendre aux environs de Nantes, c'est vers 1h18 par là, 1h18, 1h19, 1h20. Voilà, calculer à Paris, c'est un quart d'heure plus tôt. Voilà, non, la pleine lune est, précisons les choses, la pleine lune est toujours à la même heure, évidemment, hein. Elle est à 23h09. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant pour méditer, c'est de se placer au moment où il y a le zénith, ou le nadir. Et là, comme elle a lieu à 23h09, si vous pouvez tenir le coup, vous pouvez vous reporter à 1h18 du matin, un petit peu plus tôt sur Paris, 1h02, par là, je ne l'ai pas calculé en gros, mais en gros c'est ça, et faire une méditation à ce moment-là, et vous aurez à ce moment-là un bel axe, le soleil au fond du ciel, comme si le soleil traversait la terre et vous donnait des racines en profondeur, et puis la lune au milieu du ciel qui vous fait descendre cette conscience de soi-même différente. C'est un signe très important, le Verseau, d'autant plus que je vous rappelle que depuis le mois de... Alors c'est octobre, c'est novembre 2024, on a eu Pluton qui est rentré en Verseau, et tout de suite, le Soleil, quand le Soleil est passé dessus pour la première fois, parce que souvent, quand une planète lente comme ça rentre dans un signe, elle va évidemment modifier toutes les valeurs associées à ce signe en profondeur, surtout Pluton, et qui les modifie des fois sous forme de destruction, et sous forme aussi de prise de conscience extrêmement profonde. C'est les deux à la fois. Chacun choisit son camp, hein. Soit vous êtes du côté de la conscience et vous essayez de transmuter en vous les valeurs Verseau, et de les faire advenir par une conscience de transformation de votre ego, de vos problématiques, de vos névroses, de tout ce qui peut, de vos conditionnements, tout ce qui peut vous arrêter dans le processus d'évolution de conscience. Ou alors, vous faites partie des gens qui sont dans la réaction, qui réagissent en fonction des choses en n'ayant pas conscience de pourquoi ils réagissent, c'est-à-dire en étant
les sujets de leur réactivité intérieure. Et à ce moment-là, évidemment, c'est ceux qui vont participer comme s'agglutiner autour des forces de destruction. Et on va voir apparaître des destructions, en fait, des pollutions sur toutes les énergies qui concernent le Verseau. Alors, cette pleine lune, donc, alors, comme Pluton est dedans, comme toute pleine lune du Verseau, en fait, elle est sous l'influence de Pluton, puisque Pluton est rentré en Verseau. Je rappelle que les premiers actes de Pluton en Verseau fort, ça a été quand le Soleil est arrivé dessus, donc le 21 janvier 2025, c'est ça. Donc il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. Et c'était exactement le jour de l'investiture de Trump, avec le grand cinéma, le salut nazi de Musk et tout ça, très appuyé. Il y en a encore qui se demandent, ah oui, est-ce qu'il a voulu vraiment dire ça? Ben voyons, quand on voit ses opinions, et ses collusions avec les partis fascistes, même néo-nazis de toute l'Europe, qui il serre la main chaleureusement, et qu'il essaye de favoriser, y compris par des mises en place de certaines, comment dire, de certaines mises en place de ces systèmes informatiques de manière à favoriser ces groupes néo-nazis. Donc bon voilà, s'il y en a qui doutent encore, tant pis pour eux, faut un peu ouvrir les yeux aussi et regarder le monde tel qu'il est, même si on a envie d'être dans le déni parce que c'est tellement effrayant que des gens qui sont les plus actifs et les plus volontaires, les plus influents sur le monde, soient justement des gens très proches d'un cauchemar qui a déjà eu lieu il y a 84 ans. Et donc c'est inquiétant forcément, mais bon, il y a des inquiétudes qui sont inutiles, puis il y en a certaines qui sont très utiles, parce que ça permet de ne pas rester bêtement optimiste et d'appeler ça de la spiritualité alors que c'est de l'inconscience. Je rappelle que la spiritualité, c'est avant tout aller générer de la conscience, et dans la conscience, il y a aussi savoir ce qui se passe et savoir quelles sont les forces en présence. Ça fait partie de la conscience. Donc le deuxième passage du Soleil sur Pluton a eu lieu vers le 22 janvier là, cette année, il n'y a pas très longtemps, donc à peu près au moment de la dernière nouvelle lune. Et donc on a vu que cette nouvelle lune est extrêmement importante au niveau de l'avenir du monde et qu'elle va poser donc en gros les grandes lignes de ce qui se passe. Si on regarde plus en détail cette pleine lune, elle a lieu en France en trigone, pardon, j'allais dire sextile, en trigone enfin la pleine lune elle-même est sextile à l'ascendant, et donc le soleil est trigone lui à l'ascendant, qui est conjoint à Makemake, qui est un astéroïde qui est exactement sur l'ascendant de la France. Donc ça veut dire qu'il y a des volontés de changements sociaux assez importantes, des collusions qui vont se faire, des accords. Forcément on approche des élections et il y a ce qu'on appelle les espèces d'arrangements entre partis qui sont pas toujours très plaisants, parce que ça consiste des fois à trahir des valeurs essentielles pour pouvoir avancer des pions au niveau électoral, ce qui est évidemment le gros défaut du système démocratique représentatif actuel, de permettre ces espèces de magouilles, voilà, on vend un peu son âme pour obtenir un strapontin à l'Assemblée nationale ou dans une mairie ou que ce soit. Donc c'est un peu et en même temps, si ces alliances sont pas faites, il y a pas de on perd tout simplement. Donc on peut se mettre à la place de ces gens-là en se disant oui, ils ont envie de gagner forcément, mais on peut voir que des fois c'est marier la carpe et le lapin. Voilà, comme les écologistes par exemple, qui sont un bon exemple d'un sujet extrêmement important et que tout le monde est en train de lâcher. Ça veut dire qu'on est en train de lâcher notre seule planche de salut pour éviter la mort biologique sur les décennies à venir, une mort biologique qui frappera partout sous forme de climatique, sous forme de maladie, sous forme tout est en place pour ça. Et au lieu de faire quelque chose, on écoute non pas la colère des agriculteurs, parce que c'est bien d'écouter la colère des agriculteurs, mais on écoute les solutions données par la FNSEA et les lobbies de l'agroalimentaire, les lobbies chimiques, au lieu de soutenir réellement les agriculteurs en leur enlevant ces poisons là. Tout ça c'est la compétitivité, donc on est obligé de mettre du poison, sinon on n'est pas compétitif dans l'alimentation. Évidemment
la compétition va aboutir à des catastrophes sur les corps, hein, sur la terre, sur la pollution et sur les corps. Donc on marche complètement à l'envers en ce moment, et cette pleine lune vient nous rappeler les vraies valeurs auxquelles on devrait se référer. Mais comme Pluton est en Verseau, Pluton mène la danse, et donc on va plutôt avoir tendance à voir apparaître les formes négatives que les formes positives. Alors néanmoins, pour la France, cette sextile ascendant Makemake indique que il va y avoir des gens qui vont être des meneurs, qui vont réfléchir à vers où il faut vraiment aller. Est-ce qu'il faut suivre les impulsions populistes qui disent oui, la cause de tous les problèmes c'est l'islamisme ou les arabes ou je sais pas quoi, ou alors est-ce qu'il faut se poser vraiment les vrais problèmes en entier? Et il y a très peu de gens qui se les posent. Il y a une majorité, enfin d'après les sondages qui sont aussi des fois pas mal truqués, d'après les sondages, il y a une énorme majorité des gens qui se posent des faux problèmes, quoi, qui sont omnibulés par le grand remplacement ou des conneries dans le genre, et sans se rendre compte que évidemment l'immigration c'est un problème qu'il faut absolument résoudre, mais enfin c'est quand même pas ça qui va nous faire mourir, alors que les produits chimiques, les OGM, tout ce qui va concerner en fait le changement climatique et les désordres sur l'approvisionnement en nourriture que ça va avoir pour tout le monde, et puis les maladies virales qui vont être enclenchées forcément par des déséquilibres naturels, tout ça, non, c'est pas important. Et pourtant, on est en plein dedans. On voit les gens ont tous au moins un ou deux malades dans leur famille, des cancers, tout ça. Mais non, c'est pas important. Bon, écoutez, si c'est pas important, allez-y, continuez à remplir les hôpitaux et les morgues. Mais bon, voilà, c'est typique de notre époque. Il y a un aveuglement constant qui est créé par des chaînes d'infos comme CNews ou ça, qui focalisent l'attention du public par des manipulations énormes pour les amener à regarder dans une seule direction, l'étranger, le vilain, le bouc émissaire de celui qui est mal blanchi, voilà. Donc ça, c'est important en France de voir ça. Jupiter soit conjoint Proserpine en Cancer au milieu du ciel pour la France. Alors c'est très important cette conjonction Jupiter Proserpine, et sera exacte dans le courant du mois de. Alors, oui, c'est ce mois-ci, oui, c'est au mois de février. Bon, on en reparlera puisque c'est la prochaine nouvelle lune. C'est un peu avant la prochaine nouvelle lune, vers le 14 février. Il y aura cette conjonction Jupiter-Proserpine, les deux planètes seront rétrogrades, sont exactes, et là c'est très important pour la France, ça sera peut-être plus fort au moment où elle sera exacte vers le 14 février, mais en tout cas ça va commencer avant, puisque dès la pleine lune, on a cette conjonction au milieu du ciel. Donc, faut se rappeler que Proserpine représente des valeurs féminines. Évidemment, ça va jouer sur le féminisme, mais sur les questions du genre, évidemment aussi, sur les questions l'homosexualité, les trans, etc., tout ce qui concerne ces choses-là. Et ça concerne aussi le rapport entre la mère et l'enfant. Proserpine a un rapport avec tout ce qui est féminin, donc tout ce qui concerne aussi l'enfantement, sans vouloir réduire les femmes à ça évidemment, mais simplement se rappeler que symboliquement c'est elles qui ont la capacité de procréation. Et quand Jupiter c'est sur Proserpine comme ça, il y a une impulsion inconsciente. Alors c'est rétrograde, ce qui fait que c'est pas facile à percevoir, sauf par ceux qui méditent ou qui font un travail intérieur, quel qu'il soit, psychanalytique ou psychothérapeutique, ou sur le corps, sur la conscience corporelle. En tout cas, il y a une conscience que les émotions veulent se déployer, veulent sortir, que quelque chose de l'ordre du féminin, du yin, veut s'épanouir, et qu'il serait temps qu'on regarde ça, et que ces forces-là soient pas mises de côté. Et en ce moment, je crois, des choses qui se passent au niveau de l'enfance maltraitée, tout ça, c'est pareil, c'est la même chose, c'est tout ce qui va être, tout ce qui est fragile, tout ce qui est vu comme moins fort physiquement, moins violent, ce qui fait pas partie des forces du pouvoir dominant, va être mis en valeur par cette conjonction Jupiter-Proserpine, qui est en rétrograde, peut aussi amener beaucoup des théories plus ou moins populistes, plus ou moins également, des espèces de poncifs aussi autour par exemple dans le féminisme, il y a beaucoup de poncifs qui sont ressortis autour du patriarcat et tout ça, alors que c'est une réalité indéniable, mais c'est tellement focalisé tout le temps là-dessus qu'il n'y a plus d'autre analyse possible des choses que ça. C'est comme si les femmes étaient tellement fières d'avoir, grâce à MeToo, d'avoir enfin pu asseoir une parole libératrice, que tout d'un coup on n'entend plus que ça, et que les autres analyses qui permettraient de dépasser cette question
simplement en voyant que le féminin, c'est pas la femme seulement. Le féminin, c'est toute l'intériorité, c'est tout le processus de comment on traite en fait notre psyché, et comment on traite notre rapport au vivant, au corps, comment on traite notre rapport à la biologie, qu'est-ce qu'on mange, voilà, comment on traite nos rapports à la nature. Est-ce qu'on mange ce qui fait du bien à la nature, à notre corps et à la nature, voilà, le bio, tout ça, ou est-ce qu'on mange carné, des McDo et tout ça. Et là, alors évidemment, ça me rappelle, comment elle s'appelait, cette ministre écologique, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, qui dès qu'elle sortait de l'Assemblée nationale, elle est bouffée au McDo. Bon, bah, il n'y a pas de cohérence là-dedans. Si on va bouffer au McDo alors qu'on est chef de file du parti écologiste, c'est qu'on n'a rien compris, tout simplement. Donc il y a une cohérence avec ce qu'on appelle l'écologie profonde. On doit écouter à l'intérieur de soi les sentiments, les ressentis, pour s'apercevoir qu'il y a une manière de manger, de se vêtir, d'avancer, de travailler, tout ça, qui est en accord avec nos désirs et nos attentes les plus profondes, et d'autres manières qui sont ce qu'on appelle des conditionnements. Et ça, c'est très important, ce mois-ci, avec cette pleine lune, de voir ces conditionnements, de ne pas se laisser aller à des émotions ou des opinions basées sur l'émotion, sans voir d'où vient cette émotion. Est-ce qu'on ne peut pas s'adresser à l'émotion directement pour éviter qu'elle prenne la place de la pensée, du raisonnement, s'adresser à elle en la prenant au sérieux, justement, pas en disant ah c'est que de l'émotion, non, au contraire, en allant la chercher. Qu'est-ce que l'émotion veut nous dire? Qu'est-ce qu'elle pointe du doigt? Qu'est-ce qu'elle nous montre de nos fragilités, de nos vulnérabilités? Et en allant dans ces vulnérabilités, on devient beaucoup plus conscient, contrairement à ce que croient justement la pensée patriarcale ou masculiniste qui croit qu'il faut résister, il faut être fort, il faut pas pleurer, tout ça. Enfin, toute une espèce de contrainte, de crispation, de resserrement autour d'un contrôle de soi, alors qu'en fait, quelquefois, le fait que des émotions sortent est très très bon pour le cheminement psychologique et à la suite de ça, le cheminement spirituel, puisque ça se passe plutôt dans cet endroit-là. Bien que certains essayent de cheminer en passant directement à la spiritualité, ce qui est pas du tout impossible, ça marche très bien aussi, mais de toute façon, ils seront obligés de passer à un moment donné par la phase d'aller voir les émotions, papa, maman, comment j'ai été reconnu, comment j'ai été aimé, comment j'ai été trahi, abandonné, etc. Voilà, les 5 blessures, enfin, on connaît tout ça. Donc voilà, donc un thème avec l'ascendant en balance, lui du ciel en cancer. Alors quand il y a le cancer et la balance, ça touche beaucoup de monde, et en même temps c'est là où les forces les plus conditionnées sont les plus fortes. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est comme si ces deux signes rassemblaient en cancer les habitudes les plus tenaces et les plus ignorantes, et en balance, c'est les tromperies les plus manipulatrices, les plus trompeuses, comme je dis souvent, trompeuses, sont mises en avant, comme s'il s'agissait de raconter des belles histoires pour tromper tout le monde de manière à les amener là où on veut les amener. Donc ça, c'est donc ce mois-ci, voilà. Bon, c'est pas une nouvelle lune, on va pas insister plus, mais rappelez-vous simplement que la conjonction qui était plutôt fin Capricorne à la pleine lune, à la nouvelle lune, pardon, est maintenant en pleine lune, elle est en plein dans le Verseau. On a une conjonction Pluton, Mars, Vesta, Vulcain, Soleil, Vénus, Mercure et Amor. Je rajoute évidemment les points que sont les astéroïdes en fait, mais si on enlève les astéroïdes pour voir plus clair, il y a quand même toutes les planètes personnelles qui sont dans l'axe Lion-Verseau. Hein. Le Soleil et la Lune, Vénus et Mars et Mercure. Donc Jupiter, Saturne étant en fin Poisson et en Cancer, dans les signes d'eau. Donc on a du Verseau en dominante. Hein. Et puis derrière le social, Jupiter et Saturne qui sont en eau, comme s'il y avait une dissolution qui avait lieu, comme si quelque chose doit se transformer en profondeur, mais on ne sait pas sur quel pied danser au niveau des pouvoirs institués, de l'économie, tout ça, ça flotte, ça tangue. Alors, qu'est-ce que c'est que... Il faut reparler de l'ère du Verseau, puisque l'ère du Verseau, c'est vraiment celle qui a commencé dans les années 70, pour moi c'est en 67, d'après mes calculs exacts. On a vraiment l'aboutissement de 21 siècles là, qui se termine, et un nouveau siècle qui commence à partir de cette époque-là. Il faut environ un siècle en tout pour installer de nouvelles énergies, peut-être un peu moins, on pourrait dire 70 ans. On n'y est pas encore, puisque si on compte simplement 72 ans par rapport à 67,
ça nous mène vers 2040, là où on pourrait vraiment voir les énergies de l'ère du Verseau s'installer dans toute la société. En attendant, on est dans cette phase trompeuse, cette phase difficile, qui commence en 1895 et qui va à peu près jusqu'à à peu près 2040, qui sont cette phase où une civilisation meurt pour voir en apparaître une nouvelle. Et c'est dans tous les secteurs de la Terre, dans tous les peuples. Hein. C'est pas partout dans tous les peuples, la civilisation principale qui existe meurt pour laisser la place à une autre. Alors évidemment, les valeurs Verseau vont apparaître petit à petit, mais en premier, c'est devant ce choc, c'est de la destruction qui apparaît. C'est pour ça que je vous ai souvent parlé des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont 5, et que vous pouvez constater maintenant que cette prévision qui était faite dès 2010, 15 ans après, bientôt 16, elle s'avère complètement exacte. Je rappelle que les pays qui sont mis dans ce mandala des 4 cavaliers de l'Apocalypse sont ceux concernés, sont donc les USA, la Grande-Bretagne étant le petit chien un petit peu de USA, bien que là il y ait une cassure, mais enfin c'est on va dire les pays anglo-saxons, quoi, pour rajouter l'Australie on veut, du côté matérialiste. Du côté de l'eau, le cavalier de l'Apocalypse, c'est plutôt la France, dans le sens que c'est l'ordre des médecins, de la technoscience, tout ça. Il y a un scientiste qui remplace la religion. C'est comme si on avait trouvé une nouvelle religion, et c'est typique de l'esprit un peu, non seulement laïque, mais laïcard des Français, qui a tendance à nier rationnellement l'expérience spirituelle au nom d'une guerre contre la religion, qui était assez justifiée, puisque on connaît l'affaire Dreyfus en France, on connaît les scandales autour récemment autour de l'Église, tout ça. Ça touche beaucoup les Français, ça, cette espèce d'hypocrisie entre des valeurs morales prétendues portées au devant, et puis par derrière des actes qui vont contre le peuple, contre les enfants, si on va le dire à Bétara, mais si on remonte plus loin avec l'affaire Dreyfus, contre la vérité, si on voit la commune, tout ça, le Sabre et le Goupillon qui s'unissaient pour massacrer des gens qui proposaient un nouveau modèle de société. Bon, tout ça a fait que l'Église s'est rarement rangée du côté des faibles, comme lui demandait de le faire le Christ. Elle a fait souvent très exactement l'inverse. Donc il y a une colère, ce qui fait que comme on ne peut pas vivre sans spiritualité, la France est le pays où s'expérimente en fait le remplacement total d'une spiritualité chrétienne par une spiritualité scientiste. Évidemment, c'est pas sans conséquence sur le monde, puisque la France, bien que faible économiquement, a une très grande influence, on pourrait dire morale, sur le monde. Et c'est ce technoscientisme qui triomphe en ce moment aux États-Unis grâce à Musk et tout ça, est une invention française. Hein. C'est pas, même si on n'est pas à la hauteur du tout au niveau de la fabrication de ce qui a été conçu mentalement en France. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'Internet a été inventé en France, et évidemment, les pouvoirs en place n'y ont pas cru en disant ça ne marchera jamais votre truc. Donc ça a été le Français qui a inventé ça, a été le porté aux États-Unis, qui en ont fait ce que l'on sait. Donc il y a toujours cette clairvoyance incroyable des institutions françaises qui font qu'ils laissent échapper tous leurs esprits brillants, parce qu'ils sont incapables de les reconnaître. Hein. Il y a beaucoup de bons savants français, mais ils ne sont jamais reconnus dans leur pays. C'est un peu effrayant. Par rapport aux recherches que j'ai fait en astrologie, je l'ai moi-même vécu, en toute humilité je dis ça, mais j'ai été, c'est quelqu'un qui est un ami astrologue qui me l'a révélé, j'ai été carrément censuré par des groupes d'astrologues parce que je dérangeais par mes découvertes, par les travaux que j'ai faits où j'avais des preuves scientifiques de ce qui est faux dans l'astrologie, ce qui est vrai. Donc en dénonçant des trucs faux que pratiquaient évidemment beaucoup de mes collègues, j'ai été vu comme un empêcheur de croire en rond, quoi. Alors que c'était nécessaire pour l'astrologie de la ramener dans le champ scientifique que j'aurais jamais dû quitter d'ailleurs, et de montrer ce qui est démontrable, et par contre d'abandonner les croyances qu'on reproduit de génération en génération en disant un tel a dit ça, un tel a dit ça, oui, si un tel s'est trompé et qu'on peut le prouver, pourquoi garder voilà. C'est pour la même raison que j'utilise le Proserpine pour ce que vous trouverez appelé Corée dans le logiciel Aureas, parce que pour moi c'est vraiment Proserpine, et que Corée, on a la preuve que c'est faux. Donc le livre qui s'appelle Corée, la 10e planète, c'est les positions de Proserpine. Donc ça crée un trouble mental, mais à un moment donné il faut dégager le terrain, dire ok,
Ce que Léon Lasson a appelé Proserpine autrefois n'est pas Proserpine, c'est une erreur. Donc, il faut garder le mot Proserpine pour cette parèdre de Pluton et cette planète qui a été découverte et dont les éphémérides sont présentées dans le livre de Robert Amblin qui s'appelle Corée, la 10e planète. Mais c'est Proserpine. Il faudrait pas l'appeler Corée, il faudrait l'appeler Proserpine. Voilà, c'est ce que je fais. Donc, alors évidemment, est-ce que c'est suivi je demande à d'autres astrologues conscients de me suivre, mais bon, s'ils préfèrent être du côté de la croyance plutôt que du côté des démonstrations scientifiques au niveau de l'astrologie, ben, je peux pas les forcer. Hein, je propose toujours. Et c'est à eux de disposer, mais à eux de réfléchir, parce qu'il ne faut pas disposer en disant ah oui, il m'énerve celui-là, il invente des termes pas comme les autres. Bah oui, mais je le fais en connaissance de cause, c'est ça la grande différence. Je suis pas un hableur ni un orgueilleux qui veut se faire mousser avec des. C'est parce que par les travaux que j'ai faits et que vous pouvez les faire vous-même, hein, j'invente rien. Vous pouvez trouver exactement la même chose. Donc à un moment donné, essayez de positionner les positions de Léon Lasson, le fameux Proserpine de Léon Lasson, dans les thèmes et voyez ce que ça donne. Ça donne rien. Vous n'aurez pas d'éléments probants. Donc par contre, prenez Corée. Positionnez-le et vous allez commencer à découvrir tout ce que je vous explique sur Proserpine depuis plusieurs années désormais, même quelques décennies si on compte le début où j'ai découvert ça, c'est-à-dire dans les années 90. Donc voilà, en France, les vrais chercheurs, ceux qui travaillent vraiment des heures et des heures pour démontrer, infirmer ou confirmer les théories et les mettre en place et les prouver par après l'efficacité, bah, ces gens-là sont mal vus parce qu'ils disent pas comme tout le monde. Voilà, ça c'est le mal français, on pourrait dire. Bon, j'ai pas émigré aux États-Unis, mais c'est vrai. Et un astrologue m'a l'air comment on dit, mais avec les idées que tu as, les recherches que tu as faites, tu serais accueilli aux États-Unis à bras ouverts parce que effectivement, c'est nouveau et surtout c'est fonctionnel, ça marche beaucoup mieux que l'astrologie classique. C'est pour ça que je l'ai appelé astrologie universelle à mutation. C'est une mutation qui est en route actuellement dans le monde entier. Ce passage dans l'ère du Verseau qui se fait tout doucement, décennie après décennie, avec des écroulements, des effondrements, puis en même temps des irruptions de nouvelles conceptions du monde, de nouvelles inventions, de nouvelles usages. Et ce passage très très lent, parce que c'est une structure qui dure depuis le XXIe siècle, ne s'écroule pas en un an, elle s'écroule, elle met plusieurs décennies pour s'écrouler, oui, pour faire apparaître la nouvelle donne. Donc là, c'est important de voir que cette pleine lune très 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 Verseau est en train de nous poser la question, qu'est-ce que vous faites des valeurs Verseau, qui sont la fraternité, qui sont le principe de société égalitaire, de société juste, de société en même temps efficace, moderne, branchée sur les technologies, et en même temps qui fasse sa place à l'humanisme, à quelque chose de plus démocratique, de moins pyramidal, de plus en réseau, comme l'Internet. Voilà, donc on va en entendre parler en France. Si on regarde pour Columbia, les USA, la lune en Lion, conjoint Varuna, sera sur l'ascendant. Donc pour la France, c'est intéressant parce que ça permet en fait à l'intérieur du pays une réflexion très profonde sur qu'est-ce qu'on veut comme nouvelle politique, quoi. Et ça va se poser. Ou est-ce qu'on continue à répéter tout le temps les mêmes erreurs qui sont liées à la structure démocratique, ou est-ce qu'on se décide à apporter une vérité au devant des gens, sachant que ces vérités, il faut des canaux pour la transporter, des médias donc, et que les médias dominants sont souvent entièrement voués, soit à travers CNews et tout ça, à l'extrême droite, on pourrait dire la galaxie Bolloré, hein, c'est le Fox News français, quoi. Fox c'est 666, hein, c'est le chiffre de la bête. Cette espèce d'extrême droite qui phagocyte comme ça par le pouvoir du fric, l'expression médiatique pour fabriquer ce qu'on appelle le populisme. Et puis de l'autre côté, l'espèce d'adhésion un peu aveugle au pouvoir dominant des médias dits mainstream qui répètent en fait la doxa macronienne et tout ça. Donc il reste très peu avec le danger que là où se passent vraiment les vraies idées qui sont novatrices, c'est-à-dire du côté de LFI ou des écologistes, il y a aussi le dogmatisme parfois qui est monté en épingle par les chaînes comme CNews et tout ça, mais qui est pas très fort, parce que si on regarde bien leur réaction et ce qu'ils votent à chaque fois, ils votent plutôt pour le peuple,
et c'est bizarre que le peuple se rende pas compte. La plus belle démonstration de ça a été faite par les agriculteurs, où certains ont triomphé en se faisant avoir, quoi. Ils ont triomphé quand on leur a donné exactement, non pas ce qu'ils demandaient, c'est-à-dire de pouvoir vivre dignement, mais ce que les labos de l'agrochimie demandaient à leur place. Et ils ont cru à un triomphe, ils sont rentrés avec leur tracteur tout contents, et ils vont se choper des cancers et avoir des enfants mal formés, tout ça, et pleurer toute la misère et se suicider encore, parce que c'était pas ça qu'il fallait demander. Fallait demander à sortir du système de la concurrence libre et non faussée en instituant un service public de l'alimentation, en fait. C'est-à-dire l'agriculture, c'est un service public, c'est comme l'eau, c'est tout ce qui est besoins fondamentaux ne devrait pas être mis sur le marché pour profiter à quelques-uns. Ça doit profiter à tous. Donc l'agriculture, c'est un de ces domaines-là, et il faudrait que tout agriculteur, qu'il soit petit ou gros, soit financé beaucoup plus largement pour permettre une alimentation à tout le monde, et qu'on arrête d'exporter ceci ou cela pour renforcer la compétition. Ça sert à rien, parce que ça implique l'inverse, c'est-à-dire que on va vendre, c'est la fameuse histoire des tomates, du camion de tomates, c'est une histoire authentique d'un camion de tomates belge qui s'est viandé sur la chaussée, et qui a fait déraper dans le fossé un autre camion de tomates espagnoles qui allait en Belgique dans le sens inverse. Donc, les tomates belges allaient en Espagne, les tomates espagnoles allaient en Belgique, se sont croisées, et il y a eu la coulis de tomates sur l'autoroute. C'était un hasard, mais c'est comme s'il y avait une force divine derrière qui disait, la force divine, elle est pas marrante pour les deux camionneurs, évidemment, mais c'est comme si ça nous disait, regardez ce qui vient de se passer. On est en train de vendre aux autres, et puis après on se fait concurrencer sur le même produit. C'est d'une absurdité totale, ce système de la concurrence libre et non faussée. On continue à vouloir jouer la course à l'échalote à l'intérieur de ce labyrinthe trompeur et complètement ruineux pour l'humanité, pour la planète, tout ça. Mais ces problèmes, évidemment, n'ont pas été abordés, ce qui fait que c'est un jeu de dupes formidable. Évidemment, tout ce qui est préparatif des élections va devoir reparler de ça, mais sans vouloir vexer du tout ces pauvres agriculteurs. Et il faudra surtout pas leur dire qu'ils se sont fait avoir jusqu'au trognon, et puis, pour parler poliment. Et bon, voilà. Et ceux qui disent ça, c'est des vilains écolos. Et l'écologie n'est plus à la mode parce qu'on en a trop parlé. Ben oui, mais il serait peut-être temps d'en parler, parce que après bientôt il sera plus trop tard pour en parler. C'est déjà un peu trop tard, comme dit la plupart des spécialistes le disent d'ailleurs. On est déjà très en retard au niveau de ce qui serait possible de faire pour éviter la catastrophe mondiale, quoi. Et des imbéciles comme Trump qui disent, face à la vague de froid énorme, ah bah où il est le réchauffement climatique. Il faut vraiment être un âne pour dire des choses pareilles. Mais enfin bon, les ânes existent, la preuve. Puis il y a des gens qui y croient, et ils croient que bon, on devrait parler de chaos climatique, comme ce serait plus clair pour tout le monde, mais c'est dû à un réchauffement des températures moyennes, et non pas à un réchauffement de la météo. Mais bon, on verra cet été avec les feux de forêt à nouveau. Bon, bref. C'est très triste ce qui se passe dans le monde actuellement, on peut pas le nier, hein. C'est vraiment, voilà. L'ignorance triomphe avec un orgueil et avec bravade, quoi, comme notre couillon qui est le maître du monde, finalement, puisque le maître des États-Unis, c'est le maître du monde. Donc on a pour les États-Unis, cette pleine lune va être carrément sur l'axe ascendant-descendant, avec la pleine lune en Lion à l'ascendant. Bon, alors comme on sait que Trump a le Mars en Lion, il va encore tweeter toutes les nuits au lieu de dormir et d'essayer de régénérer sa conscience qui est très faible. Voilà, bon ben voilà, c'est comme ça. Donc le message va passer. Alors je vais essayer de parler de ça, c'est très important, parce qu'on va entendre parler de l'idéologie. Évidemment, la lune en Lion, ça veut dire le populisme qui est derrière la théorie MAGA. Il contient aussi en Verseau des théories qui veulent nettoyer, on va dire comme ça. Rappelez-vous, le mythe d'Hercule pour le Verseau, c'est nettoyer les écrits d'Ogéa, c'est-à-dire supprimer tout ce qui marche plus. Et il y a des gens aux États-Unis, et je rappelle encore une fois qu'on va passer d'abord par des fausses suppressions, c'est-à-dire des gens qui vont vouloir supprimer ce qui est utile avant de supprimer ce qui est vraiment inutile. Et là, dans la sphère MAGA, évidemment, il y a des tas de gens qui sont complètement là-dedans, qui s'appellent les néo-réactionnaires. Alors, je recommande il y a un livre d'Arnaud Miranda qui vient de sortir qui s'appelle Les Lumières sombres, comprendre les néo-réactionnaires.
Je vous mettrai un lien pour écouter sur internet tout ce que ça dit. C'est un peu long, il est assez verbeux le mec, mais c'est intéressant parce que ça permet de comprendre une théorie très profonde qui traverse tous les États-Unis. Et il y avait le grand face-à-face aussi, ils ont parlé de Trump et de l'histoire du USA. Il y a aussi Christine O'Krent, qui fait partie des médias mainstream, qui est un peu de gauche, quoi, puis qui nous explique du point de vue démocratique ce qui se passe dans le Trumpisme, une espèce de décadence de l'intelligence, quoi. Tout ça, c'est très intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est cette histoire des lumières sombres. C'est-à-dire, c'est un peu ce que j'appelle la tech mafia, ou la bande à Trump, quoi. C'est-à-dire une espèce de, de mafia qui a un pendant, une origine intellectuelle extrêmement forte, qui sont les néo-réactionnaires. Alors c'est quoi? L'un des plus forts de ces néo-réactionnaires, c'est Curtis Yarving, avec un Y, Yarvin, Curtis Yarving, alors bon, lui, c'est vraiment, c'est très. Alors, ce qui est horrible, c'est que ce sont des espèces d'ésotéristes qui ont compris des structures comme en ésotérisme, sauf que c'est un faux ésotérisme, un ésotérisme tordu. C'est-à-dire, là, on est en plein dans le proserpine dont je parlais. Le proserpine, ça peut être justement l'ésotérisme, la compréhension. Au lieu d'être dans la science rationnelle, on va du côté de l'intuitif et on va essayer de voir les structures qui sous-tendent, en fait, les systèmes et tout ça. C'est très intéressant de faire ça. Seulement, il faut le faire avec des vrais outils. Et là, on a véritablement des gens qui sont extrêmement manipulateurs parce qu'ils ne prennent que certains outils et pas d'autres. Et du coup, ils ont une vision extrêmement partiale, quoi. Et qui est très intelligente par ailleurs, quoi. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont, on pourra dire, trompés parce qu'ils sont trumpés, ils sont charmés, ils sont, comment dire, hypnotisés par ce brio intellectuel qui est en fait que de la façade, qui est en fait qu'une espèce de, de raisonnement extrêmement abouti, bien sûr, mais où les bases sur lesquelles se fonde ce raisonnement, bien que très explicite ce raisonnement, les bases sont en partie fausses. Elles sont basées, elles sont un point de vue biaisé. On a la même chose de ce. Alors ça, c'est typiquement Proserpine, c'est le faux ésotérisme. Ça envahit Internet. Par exemple, on a la même chose avec les masculinistes sur Internet, avec la fameuse histoire de Matrix, la pilule rouge et la pilule bleue. Euh, on, Curtis Yarving, c'est un peu ça. Il nous dit la pilule bleue, c'est le système néolibéral actuel, le système voilà, des démocraties occidentales, avec tout leur il dit la même chose que dit Poutine finalement, c'est-à-dire qu'en fait la démocratie c'est une faiblesse puisque les gens disent n'importe quoi, et ils sont obligés d'admettre tout le monde, ils sont obligés de dire ce qu'il faut pour être élu. Bon, lui, Poutine est depuis 25 ans au pouvoir, il en bouge pas, parce qu'évidemment ce système est non démocratique, contrairement à ce qu'il laisse croire, c'est un système de dictature. Et sinon, grâce au système de dictature, il est tout le temps reconduit au pouvoir sans arrêt, parce que le moindre personne qui va ramener une opposition, se retrouve tué mystérieusement toujours, avec toujours un poison qui est celui du FSB comme par hasard, dans l'année qui suit, ou ou pire, qu'il a laissé crever de froid en Sibérie, sous des tortures presque quotidiennes, avec privation de sommeil et tout ça, ce qui était son concurrent, mais là il a eu des délices de torture dignes de la Gestapo, et il en est mort évidemment. Donc c'est le système Poutine, donc c'est un système extrêmement sadique, quoi, hein, carrément. C'est pour ça qu'il est au centre des 4 cavaliers d'Apocalypse. C'est le 5e cavalier, c'est celui qui contient les 4 autres, c'est le cavalier invisible, c'est celui qui est antéchristique, quoi. C'est celui qui manifeste le plus réellement les énergies qui sont contre l'énergie christique. L'énergie christique, c'est pas du tout l'énergie des chrétiens, qui en sont malheureusement très loin. Je parle pas pour tous les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont authentiquement plongés en énergie christique, qui ont lu les évangiles, qui les appliquent. Je parle de tous les réactionnaires là, qui se croient, et dont Poutine fait partie. Il prétend que son pays est un pays qui est soumis à l'orthodoxie chrétienne et qui est le vrai christianisme. Voilà, il a la même orgueil religieux que Israël ou que l'Iran, quoi. C'est les deux pays qui font partie du cavalier d'Apocalypse, du côté sectarisme et intégrisme.
Puis le quatrième cavalier, c'est la Chine, évidemment. On peut rajouter la Corée du Nord, évidemment, c'est les pays asiatiques en général, mais surtout la Chine. C'est le collectivisme, quoi, le totalitarisme, le contrôle absolu des populations, des masses par un système extrêmement totalitaire, contrôlé, quoi. On contrôle même la pensée. Donc, la bande à Trump, je reviens dessus. Donc, alors, la pilule rouge, la pilule bleue, c'est quoi? La pilule rouge, c'est la pilule bleue, ça va être ces systèmes démocratiques, ces systèmes justement qui sont faibles parce qu'ils laissent parler les gens, ils les laissent décider, et puis du coup, les politiciens doivent se plier à ce que pensent les gens parce que s'ils disent la vérité, ils sont pas élus, donc ils vont mentir. Un système qui contient plein de défauts et qui amène petit à petit une décadence depuis le temps qu'il existe, depuis les Lumières, justement le XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, Curtis Yarving, il dit la même chose que je dis depuis un certain temps, c'est que la collusion entre les systèmes libéraux démocratiques et la civilisation industrielle, ces deux phénomènes qui ont eu lieu en même temps. Alors lui, il dit que c'est la civilisation industrielle qui crée les possibilités d'être en démocratie, et il y en a d'autres qui disent que c'est la démocratie qui a créé l'expansion de... Alors, moi, je dis l'un de l'autre, je dis que c'est ces deux phénomènes qui astrologiquement, c'est prouvé, qui sont arrivés en même temps dans l'histoire des cycles astrologiques, mais c'est parce qu'il y avait deux cycles en même temps, c'est tout. Mais ces deux cycles se sont séparés depuis, on le voit très bien maintenant, puisque la Chine est très, on va dire libéralisée d'un point de vue économique et complètement totalitaire d'un point de vue politique. Donc on voit très bien que les deux phénomènes sont disjoints. Et que l'Inde, comme on l'a cru dans l'année 2004, en faisant rentrer la Chine à l'OMC, et donc en autorisant une concurrence libre et non faussée, comme ils disent, on a fait rentrer le loup dans la bergerie, un loup totalitaire qui est en train de triompher complètement par son système, puisque c'est une dictature pour mener les gens comme des pions, c'est beaucoup plus efficace qu'une démocratie. Il n'y a pas de doute. Donc c'est Curtis Yarving, il est pour l'efficacité, donc évidemment, il recommande une dictature plus monarchiste, mais ça rappelle, alors pour lui, la pilule rouge, c'est le courage, comme les masculinistes, quoi, le courage de dire, bon, on va tout resetter, comme ils appellent ça, au lieu d'appeler ça un coup d'état, ils appellent ça un reset, on remet tout à zéro, comme si l'humanité est un ordinateur, donc c'est une espèce de matérialisme excessif, quoi, qui prend toutes les civilisations humaines pour des systèmes d'ordinateurs. Donc c'est un mec, il a un ordinateur dans la tête au lieu d'avoir un cerveau, il n'y a pas de conscience, quoi, il n'y a que de l'intellect et des programmes. Et il voit des processus, là je suis complètement d'accord avec lui. Ce qui est curieux, c'est que je suis complètement d'accord avec lui sur plein de trucs, parce que sur beaucoup de choses, il a une intuition ésotérique, sauf qu'elle aboutit à voir dans le côté réactionnaire, c'est-à-dire le retour en arrière presque, comme étant au niveau systémique, au niveau la monarchie, quoi, on pourrait dire ça comme ça. Il voit ce retour en arrière comme seule solution possible. C'est-à-dire que pour lui, la pilule rouge, c'est le courage de foutre en l'air ce qui marche mal parce que c'est des conventions usées où il n'y a pas de responsabilité, comme ils disent, ce qui est très vrai. Et donc, et il y a beaucoup de mensonges, ce qui est très vrai aussi. Donc, mais lui, son mensonge est encore pire, c'est-à-dire que la pilule rouge qu'il propose, c'est pas une pilule rouge, c'est une pilule qui croit rouge, mais elle est violette, tirant sur le magenta, et violette, et puis en fait, elle est bleu-violette, donc elle est bleue aussi, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, et les masculinistes, c'est pareil, croient qu'ils sont en train dans Matrix, c'est le refus de l'illusion, la pilule bleue. L'illusion, c'est je vis dans un système, je suis complètement pris dedans, je suis aveuglé, je suis en auto-hypnose perpétuelle dedans, et je vois pas, en fait, ce qui me conditionne. Je vois pas l'oppression que je subis, je suis pris dedans. Je suis dans le système, comme objet du système, presque, comme petit bip se baladant dans les fils de l'ordinateur, du grand ordinateur. Et bits, les petits bits, pardon. Et donc, Matrix nous dit, il faut revenir dans le monde réel, c'est-à-dire il faut revenir, et il montre bien ce que c'est que ce monde réel, il montre qu'il va y avoir un art martial, on va devoir apprendre à se servir du corps, à retrouver le corps qui est usé, fatigué, à être tout le temps devant l'ordinateur sans, voilà. Mais c'est pas une ode au masculinisme ou au combat, c'est une image symbolique, parce que Matrix est très symbolique, c'est une image symbolique du retour à la réalité, c'est re-rentrer dans le corps pour savoir que, pour retrouver dans le corps, par la méditation, on voit très bien que c'est pas du tout que des combats, contrairement à ce que disent ces masculinistes, c'est la méditation aussi, ils sont en méditation
à la fin et tout ça, et à la fin de chaque combat, parce que c'est quelque chose qui vise à retrouver dans le corps la circulation des énergies, par la circulation des énergies redécouvrir que le corps a une conscience qui mène vers la conscience du soi, la conscience de l'âme, et que par là, on revient dans la réalité. Or, et cette réalité, c'est pas du tout un matérialisme lourd, un réalisme lourd, c'est pas du tout ça. La vraie réalité, c'est que nous sommes des âmes dans un corps, c'est ça la réalité, c'est pas du tout devenir rationaliste, réaliste, ça c'est une fausse vision. Donc c'est une fausse pilule rouge dont il parle, et elle sert à justifier en fait un retour en arrière, au lieu de sortir carrément de la pilule bleue, on reprend une autre pilule bleue qui est légèrement rosée, et on s'imagine que c'est la pilule rouge. La pilule rouge implique la recherche de la conscience comme motivation principale. Donc voilà. Bon, Peter Thiel, alors ça c'est un peu Proserpine. Pour Bacchus, qui représente les pouvoirs, la recherche du pouvoir absolu, ben on peut penser à Peter Thiel, qui est une espèce de néo-nazi siliconé, j'appelle ça. Enfin, c'est pas qu'il a des seins en silicone, c'est-à-dire que ça me fait penser à la Silicon Valley, c'est pour dire ça tout simplement. Et Musk fait partie de ça aussi. Hein. Alors ces gens-là ils sont conspis, comme on dit, hein, mais au sens très négatif du terme, parce que c'est un peu plutôt, le Pluton en Verseau, c'est vraiment présenté par Elon Musk. Hein, c'est vraiment, il rappelle, c'est un adepte de la science-fiction, et il y a eu Quanon, hein, qui commence par un Q, le fameux Q de Quanon, dont c'est un mouvement extrêmement un faux ésotérisme extrêmement intellectuel et conspirateur qui a envahi tout l'internet américain et l'internet français par l'intermédiaire des programmes, des aides poutiniennes, hein, à ça. Parce que plus ce genre de théorie fumeuse envahit l'Occident, plus Poutine triomphe. C'est ça qu'il veut, c'est intoxiquer en fait les pensées occidentales. Donc et pour faire tomber la démocratie, qui est un système qui selon lui ne marche pas, puisqu'il démontre qu'il est plus efficace que tout le monde par son bombardement perpétuel de l'Ukraine. Il me fait penser, alors le Q, on peut penser à Q dans Deep Space Nine, c'est la suite de la série Star Trek. Je recommande à tous les gens qui veulent vraiment réfléchir à la politique autrement de regarder Deep Space Nine, c'est de la science-fiction, au lieu de regarder des séries débiles, des fois, maintenant il y en a des très bonnes, hein. Mais Deep Space Nine, c'est une série oubliée. On peut penser qu'elle est datée, puisqu'elle est sortie dans les années 90, mais non, c'est vraiment très en avance sur son temps. On peut dire que ça a 20 ans d'avance sur les fameuses années 2040 dans lesquelles l'ère du Verseau va arriver. C'est vraiment contenu dans Et il y a un personnage dans Deep Space Nine qui s'appelle Q, qui est une espèce de génie mental, qui a 280 de QI, je sais pas, un truc comme ça, et qui est un manipulateur fini, cynique, et c'est vraiment la même tête qu'Elon Musk, c'est fou. C'est comme Elon Musk était l'apparition sur le plan biologique de ce personnage de science-fiction qui s'appelle Q, qui est un cynisme, et qui s'amuse cyniquement avec la vie des gens en leur faisant peur, et qui jouit de sa supériorité mentale. C'est typiquement l'orgueil achevé des HPI qui n'ont pas fait de démarche de conscience, quoi. Voilà, donc ça correspond bien au danger Pluton en Verseau. Le Verseau, c'est un signe de grande intelligence, donc quand vous avez ces conjonctions en Verseau, faites gaffe à tous ces HPI qui se prennent pas pour de la merde, on va dire, parce que si l'HPI, j'en sais quelque chose aussi, puisque voilà, j'ai pas loin de 150, donc j'ai calculé par des méthodes, hein, pas sur internet, hein, par un vrai spécialiste. Et ben, tant que je croyais que c'était une supériorité, ce côté HPI, tant que je croyais que c'était une supériorité, je m'illusionnais par l'orgueil. C'est-à-dire que l'orgueil est le grand danger, c'est l'orgueil mental et le grand danger de tous les gens qui sont HPI. Comment y échapper? Il faut arriver à arrêter le mental pour aller chercher l'être et la conscience à l'intérieur. Et quand on va chercher la conscience d'être, on s'aperçoit que ça n'a aucun rapport avec le potentiel mental, intellectuel que vous avez. La preuve, c'est que si on prend le Swami Ramdas, par exemple, c'était en Inde, c'était quelqu'un qui était un analphabète, hein, et il a réalisé le soi, donc la conscience absolue, il l'a réalisé. Et quand on est la conscience absolue, il y a connaissance profonde, intuitive de tout, de pratiquement tout, à condition de poser son regard dessus, hein, il va pas.
Il n'a pas posé son regard sur tout et n'importe quoi non plus, hein, mais bon. Alors, si on regarde donc la sphère néo-réactionnaire, ça se mélange avec, ça c'est les individualistes, la technoscience, tout ça, les technocapitalistes, les libertariens, tout ça, on les a déjà, c'est Curtis Irving, Peter Thiel, Nick Lang, Elon Musk, voilà, ça, on les connaît ceux-là. Il y a évidemment Trump lui-même en tant que, alors qui représente le côté absolutisme, nationalisme, MAGA, Make America Great Again, les identitaires, plus ou moins racistes. On voit ce qu'il fait avec sa police ICE, l'immigration, tout ça. Ça s'appelle les ethno-nationalistes qui ressemblent très très fort aux nazis, aux fascistes et tout ça, qui sont des populistes fascistes. Et puis le troisième pôle de ces néo-réactionnaires, donc un pôle plutôt libertariens, techno-libertariens ou techno-féodaux, quoi, les techno-féodaux qui veulent dominer le monde par leur HPI appliqué à des technologies envahissantes. Les identitaires, quoi, qu'on peut appeler qui se disent patriotes et qui sont en fait des racistes, c'est-à-dire qui ont des théories racialistes tout le temps prêtes dans leur cerveau et qui montent avec le populisme. Hein. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a du ressentiment dans le peuple, il faut trouver un bouc émissaire et c'est mieux de trouver un bouc émissaire hors de sa famille raciale, c'est-à-dire ça va être un noir pour les États-Unis, ça va être un arabe en France, ça va être avant c'était les juifs, enfin etc. Maintenant c'est encore les juifs quelquefois pour certains. Enfin bref, il y a toujours ce côté dénoncer des minorités comme étant la cause de tous les maux, alors que c'est plutôt la majorité qui installe les pouvoirs négatifs. Mais enfin bon, surtout en démocratie. Et le troisième pôle, c'est le pôle un peu catho-intégriste, J.D. Vance, quoi, qui peut correspondre à ce Saturne-Neptune Saturne est encore en Poisson, mais qui va rentrer en Bélier, et donc qui sont des gens qui sont des moralistes et qui veulent mettre à bas également le système libéral, mais pas parce qu'ils estiment que les valeurs religieuses doivent revenir comme avant et que c'est ça qui va... Et ils se croient investis par le Christ d'une mission de remoraliser tout ça et donner un grand coup de pied à la fourmilière parce qu'ils se croient investis de la force christique, alors qu'ils sont surtout investis de la force pharisienne, qui est à dire ce que le Christ dénonçait. Jésus dénonçait ça, les pharisiens, c'est-à-dire ceux qui dogmatisent en fait les enseignements spirituels pour en faire une espèce de morale. Et c'est très courant dans la sphère protestante, ce qui a donné tout le mouvement, germain comme anglo-saxon, hein, c'est des pays protestants, ont été les pays qui ont le mieux amené de progrès, le progressisme, parce qu'ils étaient moins pris dans la tradition, hein, donc plus mobile, c'est eux qui ont créé le plus facilement le capitalisme, hein, mais c'est eux qui ont aussi créé le nazisme et actuellement le trumpisme, c'est-à-dire c'est des pays, il y a une exception qui est le fascisme italien qui est quand même dans une sphère catho, mais on va dire le protestantisme a amené cette espèce d'intellectualisation de la parole biblique et tout ça pour en faire une espèce de prêchi-prêcha pour convertir les autres à ce qu'on pense, quoi. Bon, J.D. Vance, il n'est pas protestant, c'est un catho-intégriste, mais ça revient au même. C'est cette vision un peu exaltée où on traduit de travers la vision Armageddon, Gog et Magog, la Jérusalem céleste, toutes les théories autour de ça sont détournées de ce qu'elles veulent vraiment dire. Elles sont pourtant très claires, j'en ai déjà parlé de ce point de vue-là. C'est en train de se passer. Les 4 cavés d'Apocalypse que je décris, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc c'est pas du tout, mais ça n'a pas pour but que Israël triomphe de ses ennemis qui seraient les musulmans. C'est pas ça du tout. Ça c'est une vision complètement fausse. Si catholique, ça veut dire universel. Ça veut dire qu'il faut que l'humanité arrive à comprendre que la religion universelle, c'est l'amour. On en est loin. Mais c'est ça qui doit aboutir. Donc s'il y a un Armageddon, une guerre de tous contre tous, c'est pas pour que triomphe. Je rappelle que le cheval blanc qui doit triompher, il y a une fausse traduction qui dit le cheval blanc qui doit triompher, c'est le Christ. Non, le cheval blanc qui doit triompher, c'est le sectarisme. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, il triomphera de rien du tout. La seule truc qui peut triompher, c'est si l'humanité est prête, c'est la spiritualité elle-même. Je recommande aussi c'est pas sous les yeux, je sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est pas grave, c'est un rabbin qui dénonce complètement, très très fortement
les théories nazies de Netanyahou et tout ça, et qui dit bien que ça n'a rien à voir avec l'hébraïsme, quand toute la lecture de la Torah et tout ça, ça n'a rien à voir. C'est même l'exact inverse. Donc on est mené par les Trump, les Netanyahou, tout ça, vers les forces antéchristiques, donc les forces qui sont contre le Christ, qui sont contre l'apparition de l'amour comme ciment unificateur pour l'humanité. Donc il faudra une grande épreuve. C'est ce qu'on appelle, ces épreuves sont appelées justement la période apocalyptique. Et cette période apocalyptique, elle n'est pas là pour faire amener au pouvoir ces néo-réactionnaires. Elle est là pour justement qu'ils puissent foutre une merde absolue par leur orgueil, par leur prétention à savoir ce qu'il faut faire, et que du coup, voilà. Alors il y a une autre, j'ai oublié les faux cons ou les fake cons, je l'appelle, c'est-à-dire Steve Bannon, qui était l'inspirateur de Trump au début, et qui correspondent au sextile qui va augmenter entre Bacchus en bélier et Pluton en verseau, qui est déjà pratiquement exact en ce moment. Et les fake cons, les fake cons, conservateurs qui fonctionnent par les fausses informations et qui envahir la zone de merde, comme dit Steve Bannon tout le temps, c'est-à-dire intoxiquer les peuples par des fausses informations à la suite, sans arrêt, pour qu'ils aient pas le temps de réfléchir, qu'ils aient pas le temps de vérifier ou de débunker des informations fausses, et grâce à ça, rendre la pensée des peuples, la pensée humaine complètement malléable, manipulable à souhait. C'est la technique, c'est l'enseignement, c'est le gourou de Trump. Faux gourous, évidemment. Les vrais gourous sont des gens qui aident à libérer l'humanité. Et là, c'est vraiment ces gens-là, de Curtis Yarving jusqu'à Steve Bannon, et Peter Thiel, tout ça, c'est ce qu'on appelle vraiment des faux gourous, quoi, des gourous de l'ombre. Voilà, les lumières sombres, voilà ce que c'est. Donc je voulais vous en parler un petit peu. Alors je vous mettrai, plutôt que le thème de la nouvelle, je vous mets un thème où par rapport à cet ésotérisme tronqué, je vous mets les clés du nouveau paradigme spirinotaire qui sont un petit peu, ça s'oppose à ces racines du système néolibéral écocidique mondialisé, mais aussi du contre-système, du soi-disant contre-système, du reset là, qui est du reset mondial qui va être organisé par ces néo-réactionnaires. Et donc il y a un système et un contre-système qui vont tous les deux dans la mauvaise direction. L'un étant démocratie qui s'enfonce de plus en plus dans des populismes, comment dire, dans la corruption financière, et puis l'autre un système qui revendique des espèces de coups d'État faits par des petits génies de la finance ou des petits génies de la tech, et qui sont tous de dangereux orgueilleux qui veulent en fait modifier le monde dans leur propre intérêt. Et dans un espèce de néo-darwinisme typiquement nazi, c'est-à-dire que les plus faibles crèvent et que les forts triomphent, et les forts c'est nous. Donc il faut se méfier vraiment de ces gens-là. Comme il y en a qui disent on n'a jamais essayé, on a déjà essayé dans les années 30, ça a donné le nazisme et ça a mis le monde à feu et à sang pendant plus de 12 ans. Donc rappelons-nous que ça a déjà existé, les gens comme ça, et on a fait... Les vainqueurs réécrivent l'histoire, on a fait une caricature énorme du nazisme, ce qui fait qu'on n'a pas compris pourquoi les gens avaient adhéré à un truc pareil. On a montré les camps, on a montré tout ça, et en fait, ça a empêché de voir que pourquoi autant d'Allemands ont adhéré à ce système, et pourquoi actuellement autant d'Américains adhèrent au système trumpien. C'est parce que c'est extrêmement séducteur. C'est séducteur parce que ça ne dit pas son but profond, et ça brosse en fait l'orgueil dans le sens du poil, et ça brosse aussi dans le sens du poil le ressentiment, le ressentiment qui est le point commun à tous les peuples quand ils ont été grugés par le capitalisme. Donc en général, quand on cite le capitalisme comme cause de tous ces malheurs, on est aussitôt pris comme quelqu'un de gauche et de marxiste ou de communiste, tout ça. Et ces gens-là ont une obsession pour le communisme qui est effarante, quoi. C'est pour ça que je vous recommande de voir le dernier Nexus, par exemple. Il y a une enquête sur le zapatisme dans le Chiapas. San Cristobal de las Casas, ça a commencé. C'est le 1er janvier 94. Il y a un thème intéressant. Si on met la part du monde au milieu du ciel, c'est un thème très très intéressant qui montre que en même temps est signé le traité de l'Alena, et le même jour il y a la révolution zapatiste qui a lieu avec le commandant Marcos et les Indiens mayas du
cette région du Chiapas. Et ça, c'est une alternative très claire aux libertaires, et non pas libertarienne, écologique. Et c'est une utopie réaliste et réellement réussie, quoi. C'est sans État. Et avec un partage des richesses, et voilà, toutes les terres sont partagées. Bon, ça n'a pas été sans violence. Au début, ils ont dû récupérer les terres par la force, mais c'est un système qui marche très très bien. Et ça montre qu'en fait, il n'y a pas une seule alternative au système qui soit c'est la folie de grandeur de ces néocons ou de ces techno-féodalistes ou techno-fascistes comme on dit à gauche. Vous avez des preuves de ça, par exemple, si vous vous intéressez à ça. Il y avait l'émission de Soft Power qui parlait des lumières sombres et qui parlait en même temps du mage du Kremlin. C'était intéressant de comparer les deux. Mais vous avez des livres si vous les creusez, il y a Johann Chapoutot qui a écrit le grand récit, qui est assez difficile à lire, mais qui contient un peu un résumé de l'évolution des sociétés depuis le Moyen-Âge, en gros. Et puis il y a un autre bouquin, je sais plus comment il s'appelle, qui parle du nazisme managérial, très intéressant, qui montre comment les managers actuels, donc plutôt néolibéraux, utilisent en fait des pensées philosophiques issues du nazisme pour mieux gérer les entreprises. Ça s'est vu avec par exemple les suicides à France Télécom il y a quelques années de ça. Mais c'est un système managérial complètement toxique qui n'est pas du tout abandonné, qui est très utilisé d'ailleurs en France, où on adore les hiérarchies. Et par rapport à ça, vous avez Naomi Klein, celle qui a écrit le Stratégie du choc, qui a complètement dénoncé comment le système néolibéral friedmanien, en fait, les Chicago Boys avec le 11 septembre 1973 au Chili, le coup d'État de Pinochet, presque organisé pour ces néolibéraux extrêmes. L'empire néolibéral américain, il a pas été mis à bas par le 11 septembre 2001. Mais s'ils ont choisi la date du 11 septembre, c'était pas pour rien, parce que effectivement, le 11 septembre 1973, il y a le début d'un cycle astrologiquement qui est: nous n'accepterons aucun socialisme, même pas du communisme, même du socialisme, ça ne sera pas accepté dans toute la sphère américaine. C'est notre empire, l'empire américain. Il va de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, toute l'Amérique, et on les maintient sous notre coupe. Et c'est ce qui a été donc premier épisode de ça, 11 septembre 73, et deuxième épisode de ça, l'ALENA, qui est une espèce de magouille financière qui va plonger toute l'Amérique du Sud dans une vassalisation aux États-Unis d'Amérique. Donc, troisième épisode de ça, l'enlèvement de Maduro le 3 janvier 2026, qui remet en avant cette idée de l'impérialisme capitaliste américain. Donc, dans la stratégie du choc, on voit ce que c'est. Et Naomi Klein, mais elle a écrit un bouquin qui est très peu connu, qui s'appelle Le choc des utopies, et dans lequel elle montre qu'il est possible de faire autrement, qu'il y a des gens qui préparent une autre société, que ce soit comme les zapatistes du Mexique. Il y a plusieurs endroits où sont expérimentés Alors évidemment, en ce moment, c'est pas la mode du tout. On est à la mode de la montée des fascismes partout. Si vous voulez comprendre comment ça fonctionne psychologiquement, il y a Psychologie du totalitarisme de Mathias Desmet, très intéressant à lire aussi, et qui fait un peu ce que j'avais fait avec moi. J'ai fait une astrologie du totalitarisme avec il fait la même chose, mais en psychologie. Ça répète beaucoup des choses que j'ai beaucoup dit, mais c'est un bouquin très très intéressant qui est fait par un expert en psychosociologie, ce qui est une discipline qui n'existe pas assez malheureusement, et qui devrait. C'est ce que quand j'étais jeune, j'ai voulu m'inscrire en fac de psychosociologie et j'étais effaré que ça n'existe pas. Donc j'ai été en psychologie, puis après j'étais en psychosociologie. Il n'y avait ni l'un ni l'autre qui faisait les croisements, alors que pour moi, déjà à 18 ans, c'était évident que les deux se complétaient harmonieusement. Et en particulier, Nietzsche comme Wilhelm Reich ont parlé du ressentiment comme sentiment profond qui déclenche en fait quand il est nourri par des propagandes populistes comme CNews, tout ça. Plus vous nourrissez ce genre de ressentiment, plus il monte, plus vous avez l'avènement facile d'un fascisme ou d'un totalitarisme. Évidemment, il y a les livres de Hannah Arendt sur le totalitarisme, c'est elle qui a presque inventé le concept. Enfin, il y avait aussi 84 de Orwell qui l'a vraiment mis au point aussi, ou alors encore plus
Avant, il y avait le magnifique bouquin de Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Bon, voilà. Bref, pour terminer, je vous avais déjà recommandé aussi à ce moment-là Cyberpunk. Ça, c'est vraiment intéressant à lire pour voir ce que veulent vraiment ces néo-réactionnaires. Hein. C'est vraiment un livre très intelligent, très très bien fait. Bref, tout ça, c'est un tour d'horizon pour vous dire, on est en train d'entrer dans un nouveau monde. Je vous avais déjà expliqué pourquoi. Et je peux vous donner sur l'écran, vous avez ce mandala. Alors pour lire un mandala, je rappelle toujours la clé, c'est que le mandala, c'est pas des trucs écrits simplement, c'est le centre du mandala est la clé du mandala. C'est-à-dire que quand vous lisez un bout du mandala, vous devez lire en face l'opposé exact, en passant par le centre. Et c'est le centre qui va vous demander d'équilibrer les deux forces. Et vous verrez que jamais elles s'équilibrent. En général, les gens soit d'un côté, soit ils sont à droite et ils sont anti-gauche, soit ils sont à gauche, ils sont anti-droite, etc. Bon, voilà. Donc ce mandala, il est très simple à comprendre. C'est toujours le même hein, que j'utilise. J'en ai plein d'autres. Hein, mais celui-là, c'est le mandala de base, je l'appelle. C'est le mandala de la roue de médecine, je l'appelle. C'est celui où en haut, vous avez le petit rond qui indique c'est le soleil de midi, c'est ce qui se passe à l'extérieur. La petite lune en bas, c'est l'intérieur de la nuit, c'est l'intériorité. Et puis, la main droite, imaginez que c'est un petit bonhomme avec ses deux pieds, sa tête qui vous regarde. Sa main droite, c'est la flèche à droite, là. Ça représente le côté moi, le côté qui se resserre sur l'individu, hein, et puis le côté, la petite main ouverte, au contraire, du côté gauche, c'est ce qui va tourner vers le non-moi, vers le collectif et tout ça. Et quand vous avez cette structure-là, ben vous pouvez remplir à chaque fois avec des termes différents. Donc là, j'ai choisi d'explorer les clés ce que j'appelle le nouveau paradigme spirinotaire, c'est-à-dire comment la spiritualité, et non pas la religion, parce que la religion est toujours associée à des traditions qui n'auront pas bougé par essence. La spiritualité, elle, étant l'expérience de l'être, elle peut permettre de comprendre directement les religions sans forcément les appliquer au niveau des traditions éculées ou des croyances, des superstitions. C'est pas la peine, puisque l'expérience est faite directement de l'état christique ou de l'état bouddhique. C'est ce qui est quand même le mieux. Donc, si ce nouveau paradigme spirinotaire, il va mettre du temps évidemment à atterrir, mais c'est vraiment celui de l'ère du Verseau. Donc, il va indiquer un réalisme utopique, c'est-à-dire ou une utopie réaliste, comme vous voulez, c'est-à-dire quelque chose qui peut être mis en place petit à petit, et que plus il y a des gens qui seront des pionniers qui le mettront en place, plus on évitera ce technoscientisme biodestructeur, comme il est dit. À chaque fois, une opposition à chaque... Alors, quels sont les cas de force? Alors, on va commencer par la main droite, c'est-à-dire ce qui est à gauche sur votre écran. Bien, le côté, pour qu'il y ait réalisme qui ait lieu, il faut des services désintéressés. Il faut que revienne le salariat, le fait qu'on soit esclave pour payer son loyer, pour manger de systèmes d'entreprise et tout ça qui nous tiennent par l'argent. Ça fait que à chaque fois que vous faites quelque chose, vous le faites de manière intéressée pour vous-même, parce que vous avez peur de perdre votre argent, de ne pas pouvoir nourrir votre famille, etc. Je dis pas que c'est mal, hein, je dis que c'est comme ça que ça fonctionne. On devra revenir, vu que de toute façon les machines vont faire de plus en plus de choses, les robots, l'intelligence artificielle, il va y avoir de plus en plus de chômage, où tout le monde va crever au chômage, où là on va comprendre qu'il faut un revenu universel, et pour ça, il va falloir réintroduire les services désintéressés, c'est-à-dire l'idée que on est là pour avoir un boulot utile. Ça ne veut pas dire désintéressé, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas payé ou vous n'avez pas à manger en échange. Ça veut dire que le but n'est plus de faire de l'argent, le but c'est de rendre service, de se rendre utile. Il y a des tas de gens, on peut penser à l'axe poisson vierge, qui est très marqué par ça, c'est le besoin de se rendre utile, de faire du bien, d'être utile aux autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle le service intéressé, ce que les hindous appellent le karma yoga, c'est-à-dire le yoga, c'est-à-dire le retour vers le divin, grâce au karma, c'est-à-dire à l'action. Voilà. Bon, pour l'instant, les services intéressés, il a surtout lieu dans le domaine du bénévolat associatif, les ONG, la militance, c'est-à-dire des gens qui... Mais alors, ça s'oppose à quoi? Aux avidités de pouvoir, c'est-à-dire que en fait, c'est l'entreprise comme seul lieu de l'activité humaine possible. Les autres lieux ont presque pas le droit d'exister dans la sphère économique en tout cas. Et donc, ça crée énormément de compétition et d'avidité de pouvoir. Alors, comment combattre ça? On va en face, on traverse le cercle par le centre, et on va retrouver de l'autre côté les solidarités effectives.
je marque effective parce que la solidarité, elle est souvent complètement un mot très galvaudé, tout le monde est fier. Oui, moi je suis solidaire avec eux, je vais même signer une pétition sur Internet, super. Mais quand il s'agit de voir les gens sur le terrain, il n'y a pas grand monde. Euh, je le vois moi-même ayant besoin de la solidarité pour survivre, étant donné que je suis handicapé. Il y a très peu de monde qui se sent qui sont concernés par une solidarité effective. Mais théoriquement, tout le monde est pour, évidemment. Tout le monde va essayer de, de faire soi-disant des efforts pour aider. Puis des fois, c'est des moyens de se mettre en valeur, ou c'est pas forcément quelque chose de très lié à la compassion, à l'amour. C'est des fois plus lié à une image de soi. Et donc, dans cet axe-là, on voit très bien que qu'est-ce qui va s'opposer aux avidités de pouvoir qui sont partout, qui sont cette espèce de compétition universelle qui est instaurée partout par le système. Eh bien, c'est les solidarités effectives. Quand il y a des solidarités, on peut faire disparaître cette peur de manquer, ou ce désir orgueilleux d'écraser les autres, d'être le plus fort. Il va disparaître parce qu'on va vivre dans la solidarité une espèce de convivialité, conviver, comme disent les Espagnols, c'est-à-dire voilà, la convivialité, vivre avec les autres. Alors par contre, ce côté facile, ce côté agréable, ce côté peut entraîner un défaut en dessous, c'est les distractions aliénantes. C'est-à-dire que plus on va se sentir bien ensemble, plus on va des fois se laisser aller à des espèces de vision du plaisir qui n'est pas juste. Une vision du plaisir qui est juste, c'est celle qui répond à des besoins très profonds, à des désirs profonds, qui répond souvent à l'amour d'ailleurs, ou à la joie. Alors que les distractions aliénantes, c'est celles qui vous rendent addict, qui vous font consommer certains produits pour vous rendre encore plus addict. Enfin, il y a une espèce de cercle vicieux où on est dans une espèce d'hédonisme stupide, où le plaisir devient le seul but. Et évidemment, ça crée une forme de stupidité, une espèce d'intoxication par des écrans, des substances, des soirées qui n'ont aucun autre but que d'essayer de choper, comme ils disent maintenant les jeunes. Voilà, donc les distractions aliénantes, c'est ça, c'est quand ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain ne fait pas partie de la fête, n'est plus dans la fête. Ce qu'il y a de plus joyeux, profond, amoureux, qui forme la convivialité n'est plus là. C'est-à-dire on est effectivement avec les autres, mais dans quelque chose qui descend vers un avilissement de la sensualité, un avilissement des sources de plaisir. Voilà. Donc cet axe-là est très important. On peut y reconnaître un peu Mars et Vénus, si vous voulez. Mars du côté à droite, du côté donc sur la gauche de votre écran, du côté de main droite, on va dire, et du côté main gauche, c'est-à-dire à la droite de votre écran, ce qui correspond à la gauche politique, justement, c'est-à-dire les solidarités effectives. On peut voir la main droite et main gauche comme étant la droite politique et la gauche politique aussi. La droite politique s'intéressant à l'idée de se vouer au travail, quoi, comme étant productif, et puis le côté gauche se vouant à l'autre, à l'aide et au fait de laisser tomber personne dans la communauté humaine, quoi, pour faire société. Alors maintenant, si on regarde l'axe en haut, en bas, on va voir en bas, donc on va voir sur quoi on se base. Eh ben, il faut se baser pour évoluer vers une nouvelle humanité sur les responsabilités des communs et de la nature. Il faut ramener la propriété privée, c'est le vol, comme disait Proudhon, qui était un peu un des inventeurs de l'anarchisme. Et donc les vrais libertaires disent, non, comme les zapatistes du commandant Marcos, tout ça, on remet tout en commun, de manière à permettre que la propriété soit commune. Ça ne veut pas dire qu'on enlève la propriété, ça veut dire qu'on la redonne la terre est à ceux qui la travaillent, comme ils disent, voilà, et de manière à éviter l'appropriation, l'extractivisme, l'impérialisme, le colonialisme, tous ces trucs qui consistent à prendre la terre d'autrui, comme ça se passe en Cisjordanie ou à Gaza, en Palestine, tout ça, où il y a une espèce de prédation systématique, quoi. Donc là, la responsabilité des communs, ça veut dire on prend responsabilité de dire, voilà, ceci devient commun, et de la nature fait partie du commun.
Et sans la nature, on n'est pas vivant, puisqu'on est, on est la nature. C'est pas nous et la nature. On est la nature. On mange, on chie. Enfin, ça veut dire qu'en fait, on est un animal, quoi, avec deux bouts, un bout de tuyau où on fait rentrer la nourriture, de l'autre côté, ça ressort. Tout ça est très très trivial, très lourd, et on n'ose pas regarder ça, parce que bon, on est habillé, et puis on mange proprement, mais on est des animaux. On est des animaux. On est des systèmes biologiques qui dépendent totalement de la nature. Et là, on est en train tellement de l'oublier que ça devient grave. Donc là, ça s'oppose à quoi? Ça s'oppose aux appropriations égocentriques de consommation, ce que j'appelle la société de consommation, c'est-à-dire la société du caddie, ce que j'appelle les pousseurs de caddie dans le supermarché, c'est-à-dire où en fait on consomme, on prend, on se gave, on bouffe au lieu de manger, et de plus en plus on mange de la mort, c'est-à-dire on mange des cadavres au lieu de manger des légumes vivants, et on mange des cadavres qui ont été mis sous cellophane pour pas qu'on voie l'immense quantité de meurtres qu'il a fallu pour aboutir à notre assiette. Tout ça étant totalement inutile, évidemment, puisque au contraire, ça nous intoxique, et les cancers viennent de là, en grande partie. Puisque ça crée ces fameuses toxines, ces radicaux libres qui sont dus à des protéines, les protéines animales étant les pires au niveau de la digestion humaine, quoi. Ça veut dire qu'on peut choisir entre un flexitarisme modéré et puis le végétarisme. Mais enfin, ceux qui mangent plus de une ou deux fois de viande par semaine, évidemment, sont dans un système dont ils devront payer les conséquences après, hein, sous forme d'une santé qui... on perd 20 ans d'âge très facilement en mangeant comme ça. Bon, ça, je le répète, j'en ai les preuves multiples, puisque dans ma carrière de thérapeute, j'ai vu vraiment la différence entre ceux qui savent manger le vivant, qui manger du vivant pour rester vivant, et ceux qui mangent la mort, et qu'il faut aider après avec compassion, bien sûr, quand ils sont dans la maladie, mais on les aide d'autant mieux qu'ils acceptent à temps de changer de système de nutritif et de comportement avec leur corps. Et là, les guérisons extraordinaires apparaissent sans qu'il y ait besoin de concurrencer la médecine. C'est pas besoin, ça se fait tout seul, parce que la personne, c'est pas qu'on combat plus la maladie, on retrouve la santé, ça n'a rien à voir. Ça veut pas dire que le combat contre la maladie est inutile, on peut le faire aussi, mais si c'est pas pris dans une compréhension du terrain, qui est que la vraie santé, c'est de reconnaître quelles sont les vraies nourritures, quels sont les vrais comportements, quelles sont les vraies relations à la nature qu'on doit avoir. Évidemment, si cette réflexion-là n'a pas lieu, on est forcément un être conditionné. Comme le dit le site végétarisme.com, et puis aussi celui qui s'appelle Action... je ne me rappelle plus. Enfin, il y a 50 raisons d'être végétarien, il n'y en a qu'une seule de ne pas l'être, c'est l'habitude. Donc là, on est au fond du ciel, comme ça, en bas, les deux petites pattes là en bas de notre bonhomme là, eh bien c'est nos racines, c'est comment maman et papa nous ont appris à nous comporter, et on conserve ça par habitude, sans se demander si ça a vraiment une valeur pour l'avenir et si ça ne va pas tuer nos propres enfants. Donc, comment résister à ça en face? C'est les vérités libératrices. Certaines que je viens de dire, qui sont tout le temps déplaisantes pour les gens qui n'en sont pas là, mais tout le monde y viendra petit à petit, parce que c'est soit on y viendra par l'intelligence, soit on y viendra forcé, parce que les nourritures viendront à manquer, parce qu'on aura des épizooties et des épidémies énormes. Donc, c'est des vérités qui sont libératrices, mais que beaucoup refusent, et il y a beaucoup de déni sur ces sujets-là, beaucoup. Donc, pour que les vérités soient libératrices, il faut savoir ce que c'est que ces vérités, et ne pas appeler vérité des opinions très affirmées qu'on veut croire vraies. Ah, là ça devient compliqué, comment on fait? Il faut s'opposer aux infox médiotiques, j'appelle ça, ou idiocratie, quoi. C'est-à-dire les infox, c'est news, Fox News, Fox 666, le chiffre de la bête, le chiffre de l'intoxication totale des médias par des infos. C'est fou, par exemple, Trump va sortir des conneries sans arrêt sur ses réseaux X et tout le bazar, et Twitter, tout le bazar, bon bref. Et puis on va avoir des gens qui vont débunker, soi-disant ces informations, où ils vont débunker les fabrications de fausses vérités par les
par les hackers poutiniens, là, qui sont très très doués pour intoxiquer psychologiquement et politiquement. Et on va prendre, pour les débunker, on va prendre des gens qui eux-mêmes n'ont pas débunké leurs propres pensées. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes pris dans les médias dominants et ils rétablissent la vérité avec quelque chose qui est tout aussi faux. C'est-à-dire c'est un système, justement c'est ce que Curtis Yarving appelle la cathédrale, c'est-à-dire la grande église romaine catholique a été remplacée par une cathédrale de savoir, hein, c'est très lié à l'ère du Verseau, c'est l'université, tout ça, qui permet de rassembler les savoirs, mais cette cathédrale, quelquefois, est aussi pieuse et dogmatique que la cathédrale de l'église catholique autrefois. Donc là, on a un problème, comment débunker les infox médiotiques, comment les médias sont en train de devenir idiots, parce qu'ils ne se posent pas les vraies questions de vers où on va, quoi. Et comment sortir de ce système. J'ai remis autour la fameuse devise de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Vous voyez qu'elle tombe, chaque terme tombe exactement à l'endroit où il doit tomber. La liberté, le résultat des vérités reliées aux actions. L'égalité est reliée à la solidarité liée aux vérités. À chaque fois, c'est placé au bon endroit. Et il y a un quatrième terme qui est la sobriété. On parlait Pierre Rabhi, et qui paix à son âme, comme on dit, et qui est le résultat de la réflexion écologique. Et ce quatrième terme est absolument nécessaire depuis peu, puisque depuis qu'on est entré en anthropocène avec l'accélération de l'industrie, on peut péter en fait totalement détruire le support biologique dans lequel on vit. Et c'est ce que ne comprennent pas des gens comme alors c'est Nick Lang, c'est un autre aussi qui fait partie de la série. Lui c'est un transhumaniste, lui il est accélérationniste, ça s'appelle. C'est-à-dire il veut accélérer encore la machine. Il appelle ça une machine cybernétique, quoi. La machine à fabriquer du nouveau et de la consommation, tout ça. Au lieu de la ralentir, il veut l'accélérer pour aller se fracasser 3 fois plus vite sur le mur. C'est vrai que ça fera moins mal comme ça, hein. Si on va très très vite, on verra rien. Et lui, il veut traverser à travers. C'est des transhumanistes, c'est des gens qui ont une vision complètement allumée en fait de ce que peut être le futur. Alors qu'en fait, le futur, il est dans cette possibilité de ces quatre directions que je vous ai données avec ce mandat-là. Et la sobriété est un facteur essentiel. On voit très bien. Alors, comment commencer? On peut commencer politiquement, à ce moment-là, c'est liberté et égalité, là-haut, qui sont les deux termes qui vont être à l'extérieur, donc au niveau du politique. Hein. On pourrait dire droite et gauche, un petit peu. Comment faire dialoguer les deux, au lieu qu'ils s'envoient des noms d'oiseaux. Mais en bas, ça va commencer par nous, par le peuple, par ceux qui vivent, c'est-à-dire comment faire dialoguer sobriété et fraternité. Et là, ça veut dire qu'il faut pouvoir partager les communs, la nourriture et tout ça. Et là, il y a tout un travail à faire en amont, au niveau des communautés humaines. Alors, les communautés humaines, malheureusement, elles sont réduites au strict minimum maintenant. Soit c'est des individus célibataires, soit c'est des femmes avec enfants séparés. Il y a presque plus de famille, quoi. Celui qui a réussi à faire une famille, ça devient très très rare, ou qui a réussi à faire un couple maintenant, c'est incroyable, quoi. Ça marche plus. Donc on voit très bien que ce fond là, l'appropriation égocentrique de consommation crée en fait cette appropriation fait qu'on est nous-mêmes colonisés par notre propre envie de coloniser la vie, c'est-à-dire notre propre sentiment d'appropriation, notre besoin de propriété, notre besoin d'avoir un appart, des nourritures, tout ça, notre gourmandise, notre créer les conditions pour nous conditionner nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est d'où la possibilité après de faire un couple, de faire tout ça, parce que c'est de l'égocentrisme pur jus, quoi. L'égocentrisme incarné sous forme de petites boîtes, quoi, dans lesquelles on est enfermé. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Donc j'ai pas dit la pleine lune pour Moscou, mais c'est l'ascendant des Scorpions qui donne et l'axe pleine lune, au lieu d'être sur l'ascendant descendant comme aux États-Unis, il est sur fond du ciel, milieu du ciel. Ce qui fait qu'il y a peut-être, je dirais, une apparition de ras-le-bol dans le peuple russe. C'est pas sûr, parce que le Lion est très fier, donc ça peut être aussi, il peut y avoir une fierté. On a gagné,
s'ils arrivent à maintenir le peuple ukrainien dans une misère totale à coups de bombes et tout ça, ils peuvent s'imaginer qu'ils ont gagné quelque chose, alors qu'ils ont gagné surtout le droit d'être plus con que les autres, quoi. C'est tout. Donc, mais ça, c'est pas, évidemment, dans le peuple russe, il y a des plein de gens qui sont, des sortes de dissidence, quoi, mais elle est très très faible avec le poutinisme écrase toute dissidence totalement. Donc ça fait que le peuple est complètement embrigadé, comme l'étaient les nazis, qui tant qu'ils ont gagné, ils étaient très très fiers, ils croyaient que c'était un sport, quoi. Allez, on a eu la Pologne, yeah, on a eu le Tchécoslovaquie, yes, beaucoup de bonheur et tout ça, et des morts et du bonheur. Donc ça, c'est tant que les gens sont capables de s'identifier au nationalisme, évidemment, on obtient ce genre d'illusion collective qui crée une cohésion, ça c'est sûr, mais une cohésion autour non pas de la conscience, mais autour de la connerie, on va dire tout simplement. Donc voilà le modèle recommandé par, on pourrait appeler l'incarnation momentanée de l'antéchrist. Il y en a eu plusieurs, Napoléon en était une, Hitler en était une. L'incarnation actuelle de l'antéchrist qui est Poutine, dans le sens que c'est lui le mage du Kremlin. C'est pas comme dans le livre son conseiller, c'est lui-même, c'est Poutine et ce mage du Kremlin, c'est le mage de la terre, c'est le mage noir qui a mis Trump au pouvoir, par des magouilles que j'ai déjà expliqué, voilà, qui maintient en fait par des informations truquées le monde entier dans une espèce de renforcement du totalitarisme partout. Totalitarisme économique aux États-Unis, totalitarisme scientiste en France, totalitarisme religieux Israël-Iran et totalitarisme politique en Chine, à laquelle il est complètement associé, puisque la Chine l'aide au niveau de sa guerre de conquête en Ukraine. Voilà, bon, c'est un aperçu dans lequel il est évident que chaque personne doit se sentir concernée, puisque en fait, si on ne se sent pas concerné par ça, on ne se rend pas compte que cet apocalypse, c'est les faits pour révéler ce qui est caché en nous, comme dans le monde extérieur. Et le fait d'attendre que ça s'arrange sans que nous nous rendions compte que c'est à nous d'agir, et ça sert à rien. Les événements vont se renforcer dans l'aspect négatif jusqu'à ce qu'on pige que c'est à nous, en tant que peuple, de réagir. Et cette réaction, ça ne doit pas être une réaction, justement, ça doit être une action. Réaction, c'est réactionnaire. C'est-à-dire revenir en arrière, c'était mieux avant. Ça, c'est totalement illusoire. On est obligé d'avancer, mais dans quelle direction? Pas dans la direction du progrès institué par le projet de l'autre, des néolibéraux, mais dans un sens où, en fait, on va devoir retrouver en nous les vraies valeurs. Et ça, les vraies valeurs sont données par la conscience. Donc, libérer la conscience de sa gangue mentale, c'est la première action, ce que j'appelle méditation, c'est le mot-clé que j'utilise pour Proserpine, la médité qui est en cancer, et que Jupiter, en passant sur Proserpine, va amplifier complètement Proserpine. J'ai oublié de le dire, Jupiter c'est un amplificateur pour tout ce qui touche. Quand il touche Proserpine, il va l'amplifier. Il est déjà en train d'amplifier actuellement, il est déjà en conjonction. Donc ça veut dire amplifier la conscience intérieure, méditation, c'est-à-dire méditer non pas pour se réfugier dans un univers cotonneux dans lequel on ne fait rien, mais au contraire trouver la racine de l'action juste, parce qu'elle va émerger intuitivement, ce qu'on peut appeler l'élan du cœur, ça va émerger intuitivement à partir de cette profondeur qui est regarder non pas les pensées qui virevoltent et qui sont tout le temps le résultat de nos conditionnements agencés comme des rubiscules d'une manière différente, mais toujours la même chose, alors que dans la plongée dans l'être, vous pouvez suivre pour ça les méditations de Mooji par exemple, qui sont des méditations guidées en français, quand vous plongez dans l'être comme ça, eh bien vous avez à un moment donné l'intuition qui redevient vivante. D'abord le silence, la présence, et en se détachant du mental, et petit à petit, quand on revient à la vie normale, donc on arrête la méditation, bizarrement, la pensée est beaucoup plus claire, et il apparaît ce qu'on appelle l'intuition, qui est la deuxième partie. Alors je vais vous mettre aussi le YouTube de Philippe Guillemant, qui explique très très bien cela. C'est quelqu'un qui pratique aussi la méditation.
Je le suppose, c'est facile à voir. Il explique des choses sur la joie et la foi, sur l'intelligence et l'intuition, justement la différence entre les deux, ou comment la véritable intelligence est l'union du mental avec l'intuition, c'est ça qui donne l'intelligence, qu'on pourrait appeler la conscience si vous voulez, et la différence aussi entre la science et la conscience. Très très bon, petite interview il y en a d'autres, de Philippe Guillemont, c'est un type qui est passionnant, mais disons celui-là correspond bien à ce que j'ai voulu vous dire avec cette pleine lune au Verseau. Et ben, je vous souhaite une belle pleine lune, en espérant que cela vous arrive à temps. Là, c'est enregistré 2-3 jours avant, mais des fois, c'est pas moi qui met en ligne, donc c'est pas tellement facile pour moi de vous prévenir à temps. Eh bien, à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu, je vous ai déjà dit la date, je crois que c'est c'est le 17 février, je crois, c'est ça. Ouais, 17 février, elle aura lieu environ à 13h. Vraiment à la fin du Verseau. Donc on sera vraiment dans l'année du cheval de feu qui va vraiment commencer à ce moment-là. Voilà. Et là, on en parlera du cheval de feu si c'est intéressant. Mais c'est très puissant. L'énergie monte doucement, mais on sent que c'est très difficile pour tout le monde parce que ça demande vraiment. N'oubliez pas de vous reposer aussi, de temps en temps vous allonger, de laisser circuler l'énergie, de vous laisser faire par le cosmos, parce que le cosmos est en train d'agir sur vous de manière forte. Et donc n'oubliez pas d'avoir des moments de pause dans lesquels vous laissez le cosmos agir sur vous, parce qu'il est en train de réagencer, de créer des mutations justement pour que votre conscience s'ouvre. Parce que si votre conscience s'ouvre pas, évidemment, c'est les forces noires, ces forces sombres, ces lumières sombres, comme ils disent, ils s'appellent eux-mêmes, étant conscient d'être beaucoup plus sombre que la lumière, cette lumière noire peut tout envahir, comme dans les Star Trek, l'astre noir. Ok, eh ben, je vous souhaite une bonne pleine lune, et puis à bientôt pour la nouvelle lune. Je compte essayer de faire un petit résumé aussi de ce qui se passe aux États-Unis, mais je pense que ça va pas être possible, ça va être trop difficile au niveau du timing. Donc contentez-vous d'aller voir dans le dossier année 2026 le résumé très simple du calendrier 2026, et on verra si je peux rajouter un petit peu des prévisions. C'est un peu tard déjà, on est déjà en février. Prévision pour 2026, c'est commencé. On fait pas toujours ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Voilà. Bonne continuation à vous tous, et bonne méditation. Surtout continuez à méditer tous les jours, même si c'est 10 minutes seulement, c'est suffisant. Si vous le faites tous les jours, vous verrez que quelque chose se réagence à l'intérieur de vous, et vous pourrez subir ces affronts, ces catastrophes, ces tornades, tous ces processus un peu qui semblent catastrophiques, qui le sont, d'un point de vue réel. La nature se trompe pas, elle montre aussi sa colère. Si on peut le voir d'une manière un peu imagée comme ça, comme la colère de Gaïa. On peut le voir aussi de manière rationnelle en disant tout simplement que les équilibres écologiques et climatiques sont tellement rompus que le rééquilibrage des forces se fait avec de la violence. C'est normal aussi, c'est notre manière de dire, mais c'est la même chose. Quoi qu'on en pense, c'est la même chose. Merci à tous de votre écoute et de votre attention. Faites circuler si ça vous a intéressé. Merci beaucoup. Et mettez un petit pouce.